Top. Alors, voilà, c'est mon tour de partager mon travail avec vous, après ce matin et avant cet après-midi. Donc, bon, moi, je suis architecte de formation. J'ai étudié principalement à l'ETH à Zurich et après, j'ai encore travaillé dans un bureau avant de me lancer à mon compte. Je vais vous présenter un peu les bases de notre travail et je vais essayer d'illustrer à travers différents projets. Donc, je ne vais pas vous présenter un projet à fond, mais je vais plutôt essayer de vous parler de la démarche en l'illustrant un peu de moments de projets comme ça. Et ce qu'on va commencer par faire ensemble, c'est prendre l'avion. Je ne sais pas si vous avez pris l'avion récemment. C'est parfait. Alors, on va le prendre ensemble. On démarre de Genève. Et moi, je ne vous cache pas que la dernière fois que je l'ai pris, c'était pas trop agréable. Parce qu'en plus de culpabiliser un peu, déjà, parce qu'on est dans l'avion, on se rend compte un peu de l'invasion humaine à la surface de la Terre. Et plus on dézoome, en fait, plus on se rend compte que les moments de nature ou de forêt qui restent sont complètement morcelés et que l'humain a vraiment pris ses aises. Et je trouve que la ville, que pourtant j'aime beaucoup hein, quand je suis dedans, vue de dehors, on dirait un petit peu un champignon qui colonise la Terre comme ça. Et ça, c'est des images satellites qui ont été prises par Thomas Pasquet depuis l'espace. Et on voit vraiment que voilà, on ne s'est pas trop gêné, on s'est bien étalé. Et puis, au malaise de prendre l'avion, c'est ajouter un autre malaise, c'est de se dire qu'en fait, en tant qu'architecte, on est le bras armé de ça. Donc, c'est nous qui dessinons. On n'est bien sûr pas les seuls. Hein. Là derrière, il y a aussi des urbanistes, il y a des politiciens, il y a aussi des maîtres de l'ouvrage qui veulent parfois vivre à l'extérieur et tout ça, mais on se rend compte quand même que notre métier principal, c'est quand même de construire. Et du coup, qu'on est intimement lié à ce qu'on voit depuis là et qui nous met vraiment pas très à l'aise. Donc, je pense, je ne vais pas vous faire une théorie anti-humain, je crois que je suis profondément optimiste et je crois que vous aussi. Et j'aime beaucoup cette citation d'Herbert Simon qui associe la création en fait à l'optimisme parce qu'on crée pour faire de meilleures choses. Donc en fait, n'importe qui ici dans cette salle, on conçoit des projets, on conçoit des démarches et en fait, c'est parce qu'on croit qu'on peut améliorer les choses et sans cesse optimiser les processus. Et c'est ça qu'a fait, je crois, sur quelques millions d'années qu'on est passé du silex à la fusée. Et c'est parce qu'on est sans cesse dans cette volonté en fait qui est un peu plus forte que nous voilà, de faire mieux. Et puis aujourd'hui, on est arrivé à ça, je vais vous montrer un cas extrême, et je trouve que ça nous fait un peu nous questionner, c'est quoi mieux? C'est quoi les valeurs? Est-ce que c'est toujours plus grand? Est-ce que c'est toujours plus incroyable? Est-ce que c'est qui c'est qui décide des valeurs de référence en fait? Est-ce que c'est l'histoire? Est-ce que c'est les lois du marché? Et puis, est-ce que ce ne serait pas le moment de questionner un petit peu qu'est-ce qu'on est en train de faire? Donc, c'est vraiment ce truc des meilleures choses que j'aimerais aujourd'hui un peu mettre sur la table avec vous. Le secteur de la construction aujourd'hui, vous voyez, c'est une demande vraiment phénoménale, que ce soit en énergie, en production de gaz à effet de serre ou en matériaux utilisés. Et là, ça vient encore compléter ce qu'on a vu dans l'image satellite, en fait, de la responsabilité dans notre métier. On voit qu'en fait, on est extrêmement impactant. Et je trouve que c'est un peu notre responsabilité aussi pour les générations futures d'y aller un peu mollo et puis peut-être de revoir comment on pourrait considérer notre pratique pour améliorer en fait ces statistiques qui sont un peu tristes. Donc, je vais vous parler de ce que j'ai nommé pour aujourd'hui l'architecture réparatrice. Donc, l'architecture réparatrice, c'est un peu se mettre dans la tête d'un réparateur quand on lui apporte un projet, plutôt que de se dire je dois faire voilà, une grande expression de mon génie, de se dire mais en fait, c'est comme si voilà, on m'apporte un objet cassé, en fait, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je dois réparer pour qu'il fonctionne? De regarder les choses un peu avec curiosité, comme vous l'avez fait ici, et puis de vraiment prendre le temps d'analyser en fait ce qui vous est donné pour le remettre en fonction. Et cette remise en fonction, elle peut être à différents niveaux. Elle peut être simplement parce qu'un bâtiment, il a besoin d'être rénové parce qu'il est vieux, mais ça peut aussi être une réparation culturelle ou une réparation sociale, par exemple. Peut-être qu'il y a un manque dans un quartier pour un certain type de programme ou pour dans la ville quelque chose qui pourrait être remis en fonction. Donc, il y a différents niveaux. J'ai essayé d'isoler dans nos projets et puis on va parcourir ensemble différentes choses. Donc, le niveau 1, c'est vraiment le niveau littéral, remettre en état un objet. Par exemple, là, je vais vous présenter deux objets patrimoniaux.
Le niveau 2, c'est plutôt la réparation au sens de l'actualisation, donc de remettre un objet dans son plein potentiel. Et puis le niveau 3, c'est comme le niveau 2, mais à l'échelle de la ville, c'est-à-dire que comme dans un appartement, parfois, il faut démolir une cloison pour pouvoir optimiser un espace, bah, peut-être que dans le tissu urbain, des fois, il faut se séparer d'un bâtiment, même si je suis vraiment pas du tout pro-démolition, mais il faut se séparer d'un bâtiment pour pouvoir construire quelque chose peut-être de plus dense ou de plus approprié à un contexte. Alors, on commence par le niveau 1. Ici, vous voyez une bâtisse qui a été construite à la fin du 19e, et puis c'était au départ conçu pour être un restaurant. Et les propriétaires, les derniers propriétaires en date, en fait, avaient plus ni l'énergie, ni vraiment la volonté d'en prendre soin. Et on voit que le bâtiment faisait plus trop envie, il ressemblait gentiment un peu à une ruine. Et là, nous, on a pris le mandat un peu comme si on était des enquêteurs. Donc, on est parti à la recherche de traces, en fait, à quoi il ressemblait à l'époque. Et puis, on s'est dit, ben, sans trop vouloir apporter de choses nouvelles, juste essayer de bien faire ce qui est déjà là, parce qu'on a vu que, en fait, il y avait un potentiel immense qui s'était juste un petit peu endormi. Et puis, on s'est dit, mais par quel geste on peut le ramener à la vie et le relancer pour 1, 2, 3 générations? Alors là, vous voyez une photo à la fin du chantier, où c'est que finalement, on a fait des gestes très simples, mais essayer de, sans trop toucher, la ramener à un niveau maximum et de nouveau la rendre bien utilisable. Une photo ici de la façade est qu'on peut comparer avec les façades de base. Et des éléments, simplement les volets, par exemple, on les a simplement conservés. C'était des choses en aluminium thermolaqué. Donc, on s'est dit, on choisit des teintes de façade qui vont bien avec, mais on va pas forcément recommander. Certaines fenêtres, pareil, avaient déjà été changées. Donc, on s'est contenté de changer celles qui n'étaient pas changées, bien isoler les toits. Et au final, ben, ça permet par des petites interventions simples de le relancer sur le marché. Là, vous voyez une photo de l'intérieur avant travaux et puis une photo après travaux. Donc ici, il y a eu différentes choses avec pas mal d'emplois d'éléments qui étaient déjà sur site. Donc la porte que vous voyez là, elle a été retrouvée au fond du garage. C'était à l'époque la porte du restaurant qui était sur un autre moment de la façade, mais les tailles avaient toutes enfin, le même espacement entre, donc on a pu la passer d'une taille à l'autre. Et puis elle avait été un peu oubliée, elle était un peu en train de faire sa vie au fond du garage. Donc en fait, on l'a donnée à un menuisier. On a simplement dû redessiner une nouvelle grille que je vous montrerai tout à l'heure. Vous voyez aussi au sol, avant ici, ils avaient installé un espèce de sanitaire dans l'angle. Donc on a déposé les carreaux de ciment aux étages supérieurs, parce qu'on est venu plutôt avec un parquet. Et on a profité de les replacer pour qu'il y ait de nouveau une unité, puis une forme de cohérence. Quelque part, si on ne nous le dit pas, on ne croirait pas qu'il y a eu des travaux à cet endroit-là. Et puis l'escalier que vous voyez, qui est l'escalier d'origine, qui commençait de s'affaisser. Et puis là, on l'a remonté avec des charpentiers, donc ils sont venus avec un cric, et puis une espèce de grosse poutre comme ça, et petit à petit, ils l'ont remis dans son état d'origine. Et on a dû venir avec cette colonne en métal pour le soutenir et faire qu'il puisse être de nouveau praticable. Donc en fait, par l'ajout d'un petit élément qu'on a essayé de rendre discret, l'escalier de base peut continuer de nous servir encore quelques années. Donc là, vous voyez l'exemple où en fait, on a travaillé principalement avec des choses qu'on a trouvées sur site pour, sans être trop bruyant, sans être trop invasif, remettre cet espace en fonction. Ici, vous voyez la grille qui a été dessinée. Donc le lieu s'appelait Les Trois Sapins. Donc on s'est un peu inspiré de ce truc art déco des triangles pour recréer une grille. On n'essaye pas de faire du faux vieux. On se dit simplement, c'est un peu de l'architecture d'accompagnement. On essaye de faire des petites interventions qui permettent à cette vieille porte d'être de nouveau en fonction. Pareil pour la balustrade. Donc ici, on était à peu près à 75 cm. C'était devenu un peu dangereux. Donc en fait, on va simplement venir poursuivre la serrurerie avec des éléments aussi en triangle pour arriver au mètre et puis ainsi pouvoir, sans la déposer ou ne serait-ce que, on n'a même pas dû tellement la travailler, juste venir poser un élément dessus pour la rendre de nouveau aux normes par rapport à ce qui nous est demandé aujourd'hui. Un autre exemple, là, on a été mandaté pour rénover la cage d'escalier. Donc le propriétaire avait trouvé des faux marbres ici à l'étage et il voulait revenir à cet état qui est à la Chaux-de-Fonds quelque chose d'assez courant, les faux marbres, dans toute la cage. Puis on voit que dans les années 60, elle avait été un peu maltraitée, il y avait du carrelage qui avait été posé sur la pierre, tout avait été repeint. On avait encore quelques éléments d'origine, mais de nouveau, dans cette teinte, il ne faisait pas très envie. On avait de la peine, en tout cas pour le client, à se projeter et se dire qu'on pouvait en tirer quelque chose de bien.
Donc, on a fait des sondages, parce que là, on n'avait aucun document historique de à quoi pouvait ressembler la cage d'escalier avant. Et ce qu'on a, ce qu'on a découvert, c'est qu'il y avait un deuxième faux marbre qui se cachait sous le premier. Il y a eu des assez longs débats avec l'artisan de savoir lequel il fallait restaurer. Et finalement, avec le service du patrimoine, on a décidé de restaurer celui qui était en dessous, parce qu'il avait une couleur bleue qui était extrêmement inhabituelle. Et tellement inhabituelle qu'au début, l'artisan disait c'est pas possible, ça a juste dû être un test, on va certainement pas le retrouver dans toute la cage d'escalier. Et du coup, j'ai demandé de faire un sondage tout en bas. Il a fait le sondage et il m'a caché le résultat parce qu'il voulait vraiment pas faire ce faux marbre bleu. Et c'est moi qui ai dû venir un samedi sur le chantier pour voir qu'en fait, non, il était bel et bien présent partout. Donc finalement, on a décidé de représenter celui-là. Et là, pareil, il n'y a pas de geste trop invasif. On a décidé de revenir aussi à une méthode qui était beaucoup utilisée à l'époque, de construire avec du bois massif. Et ça s'appelle les marches d'usure. Donc en fait, quand elle est trop abîmée, on dépose, mais simplement cette planche. Ça ne demande pas de casser tout l'escalier. On dépose cette planche sur laquelle on marche et on en repose une nouvelle. Donc tout ce que vous voyez en gris, c'est l'escalier existant. La main courante, on l'a simplement poncée. Et puis les marches, bah, c'est un nouveau morceau de bois qui est venu visser. Vous voyez, les vis sont laissées apparentes. Ça permet aussi, dans 50, 60, 70 ans, de simplement venir la déposer et la reposer. C'est un travail très rapide. Et puis pour les paliers, on a reposé du parquet aussi massif. Et comme on l'a vu dans le travail ce matin, le parquet massif, en fait, on peut le poncer, je ne vais pas dire éternellement, mais pas mal de fois, il reste beau. Donc ça, c'est vraiment un matériau en fait qui est très durable. Ici, vous voyez la porte simplement repeinte, les faux marbres qui ont été recréés, et puis la pierre qui a été dégagée du carrelage pour la mettre en valeur. On a quand même gardé les deux faux marbres qui se côtoient sur un des plans pour signifier qu'il y en avait eu deux à deux époques différentes. Ils sont vraiment sur la même plaque. Donc, ça crée un effet un peu bizarre, mais ça montre aussi à quel point, avec la peinture, on peut créer des décors incroyables et ça tient sur moins d'1 millimètre. Et ça peut donner tellement d'identité à une pièce, alors que c'est quelque chose de très, très fin et de très peu impactant au niveau du volume. Maintenant, on va passer au niveau 2. Donc, le niveau 2, les interventions sont un peu plus visibles, un peu plus assumées et elles permettent d'optimiser, de rendre le volume en fait plus habitable, vous allez voir. On est dans une vieille maison villageoise à Cortaillot, c'est au bord du lac de Neuchâtel. Et là, au départ, on avait été mandaté juste pour rénover cet étage. Donc, on voit impossible de toucher les façades, c'est un vieux bâtiment. Et quand on a visité, on s'est dit que le volume qui était là-dessous était quand même très impressionnant et très peu utilisé. Je vous montre une photo. Là, on avait déjà pas mal avancé dans la déconstruction. Mais on avait fait un avant-projet un peu sans même que le client nous le demande, mais on s'était dit c'est trop bête de laisser cet étage vide. Donc, on va lui montrer, on peut faire un appartement aussi beau que celui du premier, si pas mieux, dans ce volume. Donc, immense surface qui était là, un peu dormante. Et la réponse du client, c'était oui, mais en fait, pour accéder à cette surface, il faut passer dans l'appartement du premier étage et ça fait que ça ne peut pas être deux familles différentes. Il avait un peu balayé comme ça l'option de faire un appartement là-haut. Donc là, vous voyez le plan. Ici, c'est l'escalier qui arrive depuis le rez-de-chaussée. Et puis, on voit que pour accéder au grenier, on tourne, on entre dans l'appartement, on passe une porte et on arrive au grenier. Et cette circulation-là, elle pose deux problèmes. Bah, d'une part, que en fait, l'accès au grenier se fait par l'appartement du premier étage. Mais d'autre part, cette galerie ici, qui est orientée plein sud, avec vue sur le lac, qui est magnifique, elle est comme dédiée à la cage d'escalier et coupée du reste de l'appartement. Et ça fait aussi que la cuisine ici est très petite. Donc, ce que nous, on a proposé de faire, c'est de transformer cette fenêtre ici et cette fenêtre ici en porte, et puis de venir utiliser le vide qu'il y a entre les immeubles pour créer une passerelle. Voilà le plan des intentions de travaux. Donc, on crée ici une passerelle et puis tac, l'entrée de l'appartement du deuxième, en fait, se fait ici. Et puis cet appartement, il regagne sa porte et son accès privé au balcon. Et puis, ça nous fait aussi une hyper grande cuisine par rapport, on voit ici le trait jaune de la paroi d'avant. Ça, c'est l'espace de passerelle avec l'ancienne fenêtre. Et puis, exactement la même vue, on a pu récupérer les pierres de taille qui provenaient de la fenêtre qui est sur la droite par rapport à cette vue, pour prolonger les tailles existantes et puis venir avec une passerelle en béton, en fait, simplement créer la circulation pour ce nouvel appartement. On a décidé du même coup de créer un balcon qui protège cette entrée, donc c'est une sorte de cage d'escalier en plein air,
et puis qui crée un balcon pour l'unité du 2e étage. Là, vous voyez l'espace pendant les travaux, quand la dalle a été coulée avec les tubes bleus, c'est les amenées d'électricité et puis les différents écoulements. Ça, c'était une photo il y a quelques jours. On a conservé la double hauteur, là, les planches que vous voyez, c'est simplement pour que les peintres puissent travailler là-haut. Et puis ça, c'est l'accès au nouveau balcon qui donne sur le lac. Et puis les lucarnes qui ont été créées pour que l'habitation dans ce volume-là soit possible, reprennent en fait ici par leur forme les pierres de taille. Donc ça fait qu'en façade, ici vous voyez, elles ont à chaque fois des petites oreilles, ces pierres de taille, et c'est quelque chose qu'on a repris dans les lucarnes, de même que l'alignement, on a été extrêmement précis dans les axes, même si c'était un petit peu irrégulier en fait, pour que la façade ne souffre pas trop de l'ajout de ces lucarnes et que quelque part ça ne soit pas choquant quand on se promène dans la rue de voir cette nouvelle intervention. Donc là, grâce à la création de cette unité, on gagne en fait un appartement dans ce vieux village. Ça permet de densifier de façon douce le village de Cortaillot. Un autre projet où il y avait moins de patrimoine, c'est un immeuble beaucoup plus récent, des années 50-60. C'était conçu pour être un atelier d'horlogerie, donc on a vraiment des très très hauts plafonds. On a 3,80 m ici, des grands vitrages, beaucoup de lumière. Et là, les locaux étaient inoccupés depuis une année et demie. Ils avaient coulé ces grands éléments en béton que vous voyez là, pour les tremblements de terre. Et il les avait coulés là où l'ingénieur en avait besoin, mais il ne s'était pas vraiment questionné sur ce qui allait venir comme programme dans l'espace. Et du coup, il y avait ces éléments hyper massifs qui avaient une certaine beauté. Ici, on voit celui du fond, mais qui étaient finalement pas très bien intégrés dans l'espace. Donc, le propriétaire nous a demandé de créer quelque chose dans cet espace parce qu'il n'arrivait pas à le louer. Et puis, on a décidé de faire des bureaux dans lesquels nous, on aura aussi après notre bureau. Et on a fait 2 structures. Donc, en fait, il y a 2 entités qui ont chacune leur entrée et qui partagent une grande surface commune. Donc, parfois, dans les entreprises, on a des espaces comme la salle de conférence ou la salle de pause qui sont nécessaires, mais qui sont sous-utilisés. Donc, on a essayé de mutualiser les espaces pour qu'en fait, plutôt que chacun ait sa petite salle de conférence dans son coin, on partage cet espace, ça crée du contact, ça crée du lien social, mais aussi ça permet pour beaucoup de gagner de la place en surface de travail. Donc vous voyez 2 surfaces après parfaitement équivalentes pour la partie nord et la partie sud, et puis toutes ces surfaces-là ici qui est partagée. L'entrée principale se faisant par ici. Dans cette axonométrie, on a essayé de développer un langage pour tout ce qui était neuf, tout ce qui était existant mais repeint, existant décapé et repeint, existant tout court. Alors c'est un peu petit pour lire, mais disons c'était un peu pour avoir une vue d'ensemble de toutes les interventions. Si on regarde par exemple cet élément-là, donc le mur est existant, il est repeint et dedans on ouvre une porte. Donc c'est cette vue-là. Plutôt que de démolir le mur et de le reconstruire, ben, on va venir couper à la scie exactement l'ouverture dont on a besoin. Là, une vue en phase de reconstruction. On a voulu mettre cet élément en béton en scène qui n'avait pas du tout été conçu pour être visible, mais on s'est dit que c'était quand même, voilà, aujourd'hui le béton c'est un matériau qui est extrêmement polluant, qui est quelque chose du coup, qu'on va essayer de mettre le moins en œuvre dans nos projets, et du moment qu'il était là, on s'est dit, ben, autant le mettre en valeur et puis en tirer au maximum profit. Donc on a créé la porte de la salle de conférence qui répond à la lame en béton, en fait, qui est aussi de pleine hauteur, et qui vient un petit peu adoucir la présence de cette grande lame de béton. Là, vous voyez l'atelier. Donc, le sol a simplement été poncé et repeint. Tous les caissons de fenêtres qui étaient existants ont été simplement repeints. Et puis, la dalle a été un peu nettoyée, mais pas trop. On voit encore toutes les traces du chantier, les traits de crayon et tout ça. Et puis, laissé nu, visible, assumé. Et par contre, dans la partie bureau qui est au nord, les clients avaient besoin d'un revêtement phono-absorbant. Donc, on a recréé un faux plafond en plâtre avec ici une structure qui absorbe bien le son. Et puis, il y a cette vue du projet où, en fait, les 2 mondes sont présents. On a créé un horizon à 2,40 m, en fait, où tout est vitré. Et là, on peut deviner qu'il se passe 2 choses différentes et que les programmes sont dissociés. Le niveau 3, donc on passe, comme on l'expliquait, à quelque chose d'un peu plus invasif, carrément des constructions, parfois même des démolitions. Ici, c'était une parcelle qu'on nous a vendue comme étant impossible. Donc la cliente est venue nous voir en nous disant on ne va pas réussir à faire grand-chose là, mais j'aimerais faire une tiny house. Elle avait cette idée de vivre dans un habitat minimum. Et puis elle avait à disposition ce terrain.
assez compliqué. Donc, c'est la parcelle ici que vous voyez en vert. Et puis, le trétier, là, c'est une distance à l'axe de la route qu'on doit respecter. Ça fait que tout ce qui est ici est inconstructible. Donc, ça nous soustrait déjà une bonne partie de ce qui est faisable, en fait, du projet. Ici, on est en contrebas. Donc, c'est ce que vous avez vu de cet espace-là. Ça nous laissait, grosso modo, cette partie-là pour construire. Et le voisin, ici, a dit, tant que vous faites quelque chose qui reste dans votre terrain au niveau des gabarits, je ne fais pas opposition. Mais sinon, je bloque le projet. Les gabarits, c'est une ligne fictive qui s'attache entre la rencontre de la toiture et de la façade. Et ça projette un angle au sol, c'est cette trace verte que vous voyez ici. Et donc ça, on devait absolument s'assurer que ça reste dans la parcelle. Donc en fait, le projet, il a presque été fait par des règles administratives. Et on a arrondi les angles pour qu'ils viennent se poser pile sur la limite ici. Et que la ligne de gabarit aussi vienne, peut-être on voit un peu mieux si je zoome, pile sur la limite. Donc en fait, c'était vraiment pas tellement un choix architectural, mais vraiment une sorte de stratégie pour que le volume rentre par rapport aux contraintes qui nous étaient données. Donc voilà la construction en cours, une structure en bois très légère. On vient poser sur ce garage pour essayer d'optimiser cette parcelle qui était du terrain à bâtir, mais qui était difficile à valoriser parce que en fait, les conditions administratives et la géométrie de la parcelle faisaient que c'était vraiment difficile de venir s'implanter. Là, vous avez une image. Le chantier aussi en cours va bientôt se terminer. Et un dernier projet, cette fois-ci de construction de logements. Alors, vous voyez, le cadre est un peu moins bucolique. On nous a demandé d'intervenir sur cet immeuble ici. Et les clients ont d'entrée de jeu éliminé tout scénario de surélévation ou d'optimisation de l'existant. Ce qui est dommage parce que le bâtiment est, je trouve, de très bonne facture. Malheureusement, il n'a que 8 unités, et puis on est en zone de haute densité, assez proche du centre-ville de Neuchâtel. Donc voilà, il était voué à disparaître. Il y a quelque chose de spécifique sur cette rue, c'est que tous les immeubles étaient construits avec une cour en contrebas. Donc c'est un site qui a beaucoup de déclivité. Et en fait, les urbanistes à l'époque l'avaient résolu en ayant une route bien droite, et après un mur de soutènement et une cour dans laquelle les enfants pouvaient jouer. Ça faisait qu'ils étaient en fait un peu en retrait de la rue, et ils étaient du coup protégés, et ça leur faisait un espace, un petit monde pour jouer un peu hors circulation. Et puis cette fiche du patrimoine attire l'attention sur le fait que de plus en plus ces cours sont couvertes pour mettre des voitures. Et on voit que c'est vraiment le parti pris des projets voisins. Donc il y en a qui créent carrément un grillage pour en fait que le parking soit privatisé et bloquer l'accès. Donc urbanistiquement, on sent que c'est pas très invitant pour le piéton aussi. C'est assez rude en fait comme présence. Mais on trouvait nous ces cours très intéressantes aussi dans la fonction où du moment que notre client voulait densifier au maximum, de se couper comme ça de ce qui peut être possible ici, c'était à notre sens toutes des unités de logement perdues. Parce que ça peut être que des espaces de cave ou du parking, mais c'était pas très productif en termes de surface qui peuvent être vendues ou louées. Donc ce qu'on a décidé de faire, en fait, c'est de se tenir en retrait, de recréer cet espace de courette, comme c'était la tradition dans la rue, et puis d'accéder à l'immeuble par une passerelle, comme ça se faisait avant pour chaque immeuble. Et le résultat de ça, c'est qu'on peut créer ici un espace vraiment intéressant. Aussi, on l'a appelé la terrasse de canicule. Donc, c'est un peu le lieu où on va se réfugier quand la terrasse au sud est trop exposée. Et puis, ça nous a permis de créer des maisonnettes. Donc, on a voulu aussi socialement venir mêler différents groupes de population. Donc, on a ici la base du bâtiment un peu dédiée aux familles. On a des 5 pièces et demie qui se mettent sur deux étages. Ensuite, on a un corps d'appartements, un mélange de 2 pièces et demie et de 4 pièces et demie. Et puis tout en haut, des attiques qui ont été développées de façon un peu plus luxueuse dans les détails. Et ça, c'est peut-être pour attirer des gens sans enfants ou les enfants sont déjà partis de la maison. Et c'est pour ainsi avoir différents types de populations dans le même immeuble. Ici, vous voyez une vue au sud de ces maisonnettes qui donnent sur un espace vert et puis après sur le jardin, la place de jeu et puis le parc à vélo. Et puis, ben, justement, quand ici c'est trop ensoleillé, on est content de venir se réfugier à l'arrière. Voilà, donc pour ces 3 niveaux d'architecture réparatrice, où on essaye de faire à chaque fois avec l'existant et de voir comment on peut optimiser au mieux ce qui est déjà là. Et ouais, ce que je voulais dire aussi en conclusion, c'est que c'est pas forcément une attitude triste ou en retrait ou
on brime sa créativité, ça demande juste de l'utiliser de façon peut-être un peu plus fine et de revenir à une forme de sobriété dans le projet, de vraiment se demander qu'est-ce qui est réellement nécessaire. Alors vous l'avez vu, ça peut être réellement nécessaire de passer de 8 logements à 24 logements, parce que c'est une parcelle qui a été décidée qui devait être densifiée, mais à chaque fois de le faire quand même en étant conscient de ces actions sur l'ensemble de la vie. Voilà, merci beaucoup.